Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers et de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Aujourd'hui, on va vous parler d'un petit carnet de papier presque discret, mais chargé d'histoire, de mémoire, de savoir-faire. Un objet qui traverse les générations, les frontières, les intérieurs depuis plus d'un siècle. Depuis maintenant, 140 ans. Le papier d'Arménie, c'est bien plus qu'un parfum ou un rituel domestique. C'est vraiment un patrimoine vivant, un geste immuable, un lien entre la tradition, l'artisanat, la modernité. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Schwartz, dirigeant de la maison Papier d'Arménie, une entreprise labellisée Entreprise du patrimoine vivant qui a su préserver une fabrication unique tout en la projetant dans le monde contemporain. Avec lui, on va remonter le fil du temps, on va comprendre comment est née cette aventure singulière et comment on fait vivre aujourd'hui un héritage sans le figer. C'est parti. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Arnaud Schwartz. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le arrière deux fois. Arrière petit-fils. C'est encore une entreprise familiale. 140 ans qu'elle existe. Ouais. Elle est toujours dans la même famille. Exactement, ouais. Et je suis très content parce que j'ai pu racheter la société en septembre, succédant à ma mère. Alors c'est une société qui est née d'une rencontre qu'a fait votre arrière-grand-père. Deux fois arrière. Ouais. Voilà, 2 fois arrière. Grand-père, racontez-nous comment lui est venue cette idée de créer cette entreprise dédiée au papier d'Arménie. Alors en fait, l'histoire du papier d'Arménie, c'est né en 1885. En fait, mon arrière-grand-père était pharmacien. Il avait un laboratoire pharmaceutique à Montrouge. Et il a fait un voyage en Arménie avec un chimiste qui était un de ses associés. Et ils ont découvert qu'en Arménie, dans les hôpitaux, ils utilisaient une résine, le résine de benjoin, qui est un produit médicinal miraculeux. Et en Arménie, ils utilisaient ça dans les hôpitaux pour aseptiser et désodoriser les chambres d'hôpitaux. Et il faisait brûler ça dans un encensoir. Il a trouvé le produit incroyable. C'était utilisé aussi pour cicatriser les peaux. Et c'est toujours utilisé dans la dermatologie. Et donc il a trouvé le produit incroyable. Mais il s'est dit, faire brûler ça dans un encensoir, c'est quand même pas très facile. Et donc, avec son ami Auguste Ponceau, ils l'ont adapté. Ils ont pris du papier, ils l'ont imbibé de benjoin. Et puis, avec une petite recette secrète, encore maintenant, ils le brûlent. Et puis, ils l'ont vendu sous forme de carnet. Et puis, ça a eu un succès incroyable. En 1889, on a eu des médailles aux expositions universelles. Et puis, ça continue. Alors, c'est vrai que c'est un papier buvard. C'est ça qui a permis d'absorber votre recette secrète. Et pour ceux qui connaissent ce papier d'Arménie, on va le plier en forme d'accordéon. Exactement. Alors, c'est un papier buvard, mais c'est un papier compliqué. Ouais. Un papier, c'est vivant. Donc, même nous, quand on reçoit du papier, on le teste parce qu'en fait, il faut un papier qui absorbe bien le parfum, mais qui se brûle aussi tranquillement. Ça met 60 secondes pour se brûler. Donc, ça fait partie un peu du cérémonial, le papier, la lamelle qui se brûle dans le temps. Et donc, c'est compliqué de faire du papier d'Arménie. Mais alors, du coup, aujourd'hui, à l'époque, donc, il y avait ces deux possibilités, parfumer et assainir une pièce. C'est vraiment les fonctions premières aujourd'hui ou c'est toujours juste ce plaisir d'avoir cette petite odeur, ce parfum? Effectivement. En fait, beaucoup de personnes utilisent toujours le papier d'Arménie pour enlever les mauvaises odeurs du quotidien. Moi, personnellement, quand je fais la cuisine, un peu de gras ou odeur de poisson, vous mettez une ou deux lamelles, c'est très efficace, les odeurs de cigarettes, tout ça. Mais ce qu'on voit avec beaucoup de jeunes, en fait, les jeunes utilisent ça beaucoup aussi pour créer une atmosphère agréable, en fait. Il y a un peu un rituel quand on fait brûler le papier d'Arménie. On prend son carnet, on l'ouvre, on le plie en accordéon, on l'allume, on souffle sur la flamme pour que ça brûle tranquillement. Ça, c'est le rituel, en fait. Ouais. Et donc, les personnes utilisent bien le papier d'Arménie comme ça. Ils aiment bien l'utiliser. Oui, puis ils sont habitués à cette odeur. Mais en même temps, il a fallu innover. Parce que c'est vrai que est-ce qu'on peut dire que vos principaux concurrents, ce seraient peut-être les bougies parfumantes aussi, odorantes d'intérieur? Pas vraiment. En fait, je pense qu'on est complémentaires. Nous-mêmes, on a même lancé des bougies végétales parfumées avec nos parfums. Mais je pense que tout le monde est très attaché à ce produit unique. Personne n'arrive à nous copier. C'est compliqué à faire. Et puis, on est une marque, une identité très forte. Et puis, c'est un produit qui passe de génération en génération. Tout le monde connaît, 70% des Français connaissent ou l'ont utilisé. Donc, c'est un peu une Madeleine de Proust. Ça passe d'une génération à une autre. Et les jeunes s'en emparent bien. Ouais. Alors ça, c'est impressionnant. J'avoue, quand on tape en papier d'Arménie sur les réseaux sociaux,
je me suis dit, mais c'est pas possible, ils travaillent avec des influenceurs, ils ont vraiment travaillé leur communication digitale également, parce que les nouvelles générations s'en emparent, puis chacun montre un petit peu sa petite technique, moi je le plie de telle façon, je l'utilise pour telle raison. C'est vrai que vous avez réussi à capter aussi cette nouvelle génération. Alors c'est très amusant de voir cette nouvelle génération. On fait un petit peu l'Instagram, mais on n'est pas des grands... On est une petite PME. Mais c'est amusant de voir un peu comment les jeunes s'en emparent. Vous avez même des jeunes qui disent « ça enlève le mauvais œil ». Alors nous, on ne répond pas évidemment, mais les gens disent « ça nous crée une atmosphère agréable, c'est sympa, c'est un rituel ». Et puis c'est un produit qui n'est pas très cher, on dit 3-4 euros, c'est facile, ça tient dans une poche. Donc c'est sympa. Et pour ceux qui nous écoutent, ce papier d'Arménie, que tout le monde connaît, il est toujours fabriqué en France, sur le territoire, à Montrouge, depuis 140 ans. Ça n'a pas changé. Et on ne changera pas. Combien de personnes autour de vous travaillent ? 14 personnes. 10 à la production, 4 à l'administration. Après, j'imagine que ça a évolué. Il a fallu peut-être mécaniser certaines étapes, ou bien il y a encore une grosse partie qui est faite à la main. Oui, vous avez une grosse partie qui est très artisanale, qui nécessite un vrai savoir-faire. Et c'est là où, en fait, on arrive à se différencier, on n'arrive pas à se faire copier. C'est-à-dire qu'il y a un travail où il faut tremper des feuilles dans plusieurs solutions, le faire sécher, sélectionner le papier, préparer le parfum, mettre le bain-joint en poudre, le dissoudre. Un carnet de tradition, ça met 6 mois avant qu'on le vende, en fait. 2 mois et demi de préparation pour le parfum. Et après, on va le faire vieillir pendant 3 mois. Et puis, il faut trouver du bon bain-joint. On s'approvisionne avec du bain-joint au Laos. On le fait vieillir. Le bain-joint qu'on utilise actuellement, il a pratiquement 10 ans. Donc, c'est tout un art. Et ça, c'est important, de respecter chacune de ces étapes. Tout à fait, c'est essentiel. En fait, si on ne respecte pas les étapes, si on n'a pas les bons ingrédients, ça ne marche pas. Le papier va sentir le brûler. Si vous n'avez pas le bon papier, s'il n'a pas été trempé dans les bonnes solutions, dans le temps, pas fait vieillir, ça ne donnera pas le même rendu. D'ailleurs, parfois, on a des clients qui nous appellent « Ah, mais il n'est pas pareil, qu'est-ce qui se passe ?» C'est un produit naturel. Ouais. Donc, c'est en général presque tout le temps pareil. Mais comme c'est artisanal, c'est jamais totalement pareil. Ouais. Il y a parfois des petites... c'est vivant, quoi. Donc forcément, il y a des variantes vivant. Parfois. Et puis pour vous dire aussi, le carnet de tradition, on peut le garder 20 ans. Et c'est amusant, il y a des personnes qui nous disent « Ah, mais j'ai retrouvé un carnet, il n'est pas pareil que maintenant. » Ben oui, parce que vous l'avez fait vieillir 20 ans, et il va foncer un petit peu, parce que la propriété du bain-joint, ça va foncer, et il va garder ses propriétés, il sentira très bon. C'est une entreprise qui a reçu le label Entreprise du patrimoine vivant. C'est-à-dire qu'on reconnaît, l'État reconnaît ce savoir-faire rare et précieux. C'est important pour vous, un label comme celui-ci ? Oui, parce qu'en fait, ça nous différencie des autres aussi. C'est aussi une reconnaissance pour nos employés, nos artisans qui utilisent qui fabriquent tous les jours. Mais c'est vraiment une reconnaissance, une différence. Et quand on vend à l'export, moi j'étais à New York il n'y a pas très longtemps, on était invité par Business France, un événement d'art de luxe, art de vivre à la française et le luxe. Quand on dit entreprise du patrimoine vivant, produit naturel, 140 ans, tradition, héritage, ça dit quelque chose en fait. C'est marrant parce que ce label dit plus de choses à l'étranger que sur le territoire. Parfois, oui, c'est assez intéressant. En Asie, on en parlait tout à l'heure. Aux États-Unis, ceux qui connaissent bien la France, ils aiment bien ça. Oui, puis en Asie, on a ces fameux trésors nationaux vivants. Donc, il y a cette volonté il y a cette même fascination pour des entreprises centenaires qui ont un savoir-faire spécifique. Oui. Et donc, j'imagine que pour vous aussi, le Japon, la Chine, c'est peut-être des territoires intéressants. Exactement. On vend au Japon, on vend au Vietnam, on vend en Chine, on vend en Asie. Et c'est amusant parce que les Japonais, dans nos carnets, parfois on a des traductions. Et les Japonais disent, on ne veut pas de japonais, on veut du français. C'est chic le français. C'est le luxe. Ça va avec le produit. Exactement. Alors, la stratégie commerciale jusqu'à présent a reposé essentiellement sur les reventes dans des grandes enseignes. D'ailleurs, on vous voit chez Nature et Découverte ou d'autres endroits, des pharmacies, des boutiques bio, des drogueries. C'est toujours la même stratégie. Est-ce que ça a un petit peu changé depuis ? En ligne également, peut-être ? On a un peu évolué. C'est-à-dire que historiquement, mes ancêtres vendaient dans les drogueries. Oui. Mais les drogueries ont tendance à disparaître. Donc après, on s'est mis vers les pharmacies, dans les enseignes parapharmacies. On vend aussi dans des magasins spécialisés, décoration, comme vous avez nommé Nature et Découverte ou d'autres, Cultura. Mais on vend aussi de plus en plus maintenant de nouveau dans les drogueries. Vous avez des belles drogueries qui s'ouvrent de nouveau. Des magasins, un magasin qui s'appelle Magasin Général qui est super. Et ça, c'est sympa en fait. Les magasins se l'approprient. Et puis vous avez des magasins de mode, de décoration. Par exemple, Inès de la Fressange, ils achètent du papier d'Arménie. Vous avez des restaurants aussi qui vendent du papier d'Arménie, un restaurant très connu. Et puis à l'étranger, c'est un petit peu différent.
il n'y a pas de pharmacie dans lequel on vend du papier d'Army. Donc, c'est des magasins de décoration, des magasins de cadeaux, des magasins de produits de luxe, mais on a toujours un luxe accessible. Et donc, en fait, on essaie d'être un peu diffus. Puis, on vend un petit peu sur Internet aussi, pour que tout le monde puisse nous acheter où qu'il soit. Mais alors, comment on innove justement dans ce secteur-là? Parce que vous avez un héritage important qui est là. C'est aussi ce qui fait le cœur même de l'entreprise. Comment est-ce qu'on a besoin d'innover pour capter peut-être ces nouveaux publics? Et de quelle façon on innove? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les bougies, mais est-ce qu'au niveau du parfum, on s'écarte parfois du parfum traditionnel? Ou bien non, il faut qu'il soit toujours là? Enfin, comment on fait? Comment vous travaillez justement pour continuer à traverser les générations? Alors, nous, l'innovation, elle a commencé, en fait, il y a 20 ans, quand ma mère a rencontré Francis Kurkdjian, qui est le grand parfumeur, qui dirige Dior maintenant. Et c'était l'année de l'Arménie, en 2006. Et il voulait offrir à la France et à l'Arménie un carnet. Et donc, il a créé le parfum Arménie, qui est le carnet bleu, qui a eu un succès incroyable et qu'on a continué. Et puis après, il a créé un autre parfum rose, parce que c'est un grand fan de Marie-Antoinette. Il est de Versailles, et donc il a créé rose. Et à l'issue de ça, il est très créatif. Il a dit, mais attends, Mireille, enfin c'est le nom de ma mère, il faut que tu crées des bougies. Et donc en fait, il a créé des bougies avec les mêmes parfums, le tradition avec le benjoin, la rose, et puis l'Arménie. Et puis on fait ça grâce à un grand maître cirier. Et puis après, les gens nous disaient, mais on n'a pas d'endroit pour brûler le carnet. Comment on fait? Et donc, on a travaillé avec un designer espagnol qui nous a fait un brûleur. On l'appelle l'Étoile d'Arménie. Et puis là, j'ai rencontré Francis Kurkdjian de nouveau en septembre quand j'ai repris l'entreprise. Il m'a dit il faut qu'on relance un nouveau produit sur lequel il avait travaillé avec ma mère. Ça s'appelle l'ambre. Et donc, on va lancer probablement un super parfum, un nouveau carnet ambre sur premier trimestre ou deuxième trimestre. Mais c'est toujours lié à l'histoire, c'est ça? Il faut vraiment qu'il y ait un ancrage dans quelque chose. Là, vous avez évoqué Marie-Antoinette, vous avez évoqué l'Arménie. Oui, alors l'ambre, je ne sais pas, c'est peut-être un peu l'Orient, parce qu'en fait, mon arrière-grand-père avait d'autres marques qui s'appelaient Parfums d'Orient. Et donc, on est en train de regarder des vieux carnets qu'on a. Et si vous venez visiter, on vous montrera, on a des carnets incroyables avec des couvertures. Et on est en train de voir avec l'ambre, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser un vieux carnet. Enfin, le design d'un vieux carnet, toujours, ça serait papier d'Arménie, mais on l'appellerait ambre. Donc, on aime bien ce côté historique. Et je crois que nos clients, ils aiment ce côté-là. Ouais. Alors, une question un petit peu plus personnelle. Vous, c'était une évidence pour vous de rejoindre la maison familiale, le papier d'Arménie, ou bien ça s'est décidé au fil des ans, peut-être parce que il fallait qu'il y ait un successeur à votre mère, ou bien c'était pour vous évident qu'il fallait à un moment donné rejoindre cette belle maison? Non, c'était pas évident. Moi, j'étais banquier avant, j'étais directeur financier de très grands groupes, chez General Electric, chez Barclays, donc j'ai eu une vie professionnelle très remplie. Et puis je dois dire que les dernières années, j'en viens un petit peu marre de la pression boursière, des réunions trimestrielles, des reportings, la pression de la bourse aussi. J'en ai bien profité, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis c'est tombé un moment où en fait ma mère, qui était actionnaire avec ses frères, voulait vendre en fait. Ils ont voulu vendre. Et donc ils ont mandaté une petite banque d'affaires pour vendre la société. Moi j'ai fait beaucoup d'opérations financières d'acquisition. Et donc du coup je m'y suis intéressé. Et puis quand j'ai vu le mémorandum d'acquisition, je me dis mais je peux pas laisser passer ça. Ouais. Et toute cette histoire, tout ce patrimoine familial, non, c'est pas possible. C'était pas possible. Donc j'ai travaillé pendant... Ça a duré à peu près 1 an, ça n'a pas été très facile, notamment avec la famille, quand il y a plusieurs actionnaires qui veulent vendre à des investisseurs extérieurs. Et puis j'ai réussi à monter le dossier. Et puis j'étais appuyé par une banque. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui au quotidien? C'est de créer, c'est de transmettre, qu'est-ce qui vous anime le plus au quotidien? Mais moi, j'aime bien le produit, en fait. Enfin, c'est assez incroyable de voir que depuis 140 ans, on est là, dans le bureau de mon arrière-grand-père, ma grand-mère. Je suis un peu ému, d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai que c'est beau de se dire que tout a été préservé. Ouais. Exactement. Et puis de pouvoir continuer. Et puis après, lancer des nouveaux produits, faire quelque chose de nouveau. Ouais. Ouais. Continuer d'écrire l'histoire de la famille. Voilà, exactement. Ouais, plutôt que ce soit démantelé ou vendu à un fonds, un groupement financier ou à d'autres propriétaires. Bien sûr. Ça a failli partir un investisseur. Et puis finalement, ça s'est bien fait. Et puis nos collaborateurs sont très reconnaissants en fait. Ils habitent tous Montrouge.
On a des générations de collaborateurs, d'artisans qui travaillent au papier d'Arménie. Et c'était important d'avoir la continuité. Ouais. On est dans Montrouge même. Ouais. Ils voulaient tous faire des promotions immobilières. Ouais. Donc, ça aurait quitté Montrouge probablement. Ils auraient fait un bel immeuble, voilà, magnifique. Oui, puis vous aviez effectivement la responsabilité, quand on est chef d'entreprise, de toutes ces familles qui travaillent depuis des années pour la maison. Bien sûr. On a des artisans qui sont là, des collaborateurs depuis 32 ans. Ouais. Oh là là, ouais. Ben oui, qui maintiennent ce savoir-faire sur le territoire. Oui. Ben voilà, je pense que moi c'est un beau témoignage, Arnaud Schwartz, effectivement. Puis je pense que votre mère doit être fière de pouvoir se dire voilà, c'est toujours dans la famille, ça continue, on continue d'écrire l'histoire. Exactement. Et puis voilà, et peut-être qu'il y aura la génération suivante qui voudra elle aussi prendre part à cette belle aventure. J'ai 2 garçons, faut pas les pousser, il faut qu'ils aient leur vie aussi. Exactement. Propre. Ils y arriveront naturellement. J'en suis certaine. Merci d'avoir partagé avec nous cette belle histoire des papiers d'Arménie. On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec Thibaut, notre French Trotter. Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter, qui parcourt la France pour l'émission. Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Et cette semaine, Thibaut a tenté pour nous une expérience de déconnexion totale en pleine nature, sans portable ni électricité, où le poêle à bois est bien utile. Un concept qui séduit de plus en plus, notamment en Vendée. Allez, direction Sèvremont, au cœur du bocage vendéen. Donc aujourd'hui, on découvre cette immersion en pleine nature, dans le domaine terre et eau. Une immersion, une déconnexion, puisqu'on joue le jeu, voilà, il n'y a pas d'électricité. C'est bien ça, je suis avec Adeline, la propriétaire de ce domaine. C'est ça. Vous vous chauffez pour ce matin, du coup, au poêle à bois. Vous avez cuisiné hier au poêle à bois. Et effectivement, soit vous lavez avec de l'eau chaude, eau chaude solaire, soit ce matin, ce sont les granulés de bois qui ont pris le relais lorsqu'il y a une absence de soleil, quoi. Comment est née cette idée, ce concept de la déconnexion ? C'est un changement d'activité professionnelle, un vrai virage où j'avais une vraie volonté de me retrouver à la campagne, vivre une vie plus simple, plus saine, moins rythmée pour profiter de mes enfants. Et j'ai découvert un jour le concept d'un lit au pré et je me suis dit que c'était finalement ce genre de tourisme-là que je voulais faire. Donc nous avons démarré d'abord avec le gîte et les chambres d'hôtes. Et une fois que l'activité a été lancée et que mon petit dernier avait pris quelques années, on s'est lancé du coup sur l'activité un lit au pré. Quelles sont les réactions des personnes qui viennent ? Est-ce qu'elles jouent vraiment le jeu de la déconnexion ? Vous préconisez aussi de couper le portable à l'arrivée ? Et des réticences, par exemple, pour couper le portable ? Ah, pas du tout, parce que du coup, on a beaucoup de brochures locales, encore papier. Il y a possibilité de recharger le portable dans la grange, qui est un peu le lieu central, où on va retrouver les pains de glace pour conserver les aliments dans la malle de froid. Les infos, du coup, quotidiennes, le jour de marché, les activités locales. Mais ça permet vraiment aux gens de ne pas avoir leur portable dans leur poche. Mais c'est très fréquent qu'on puisse observer en fin de séjour une ribambelle de portables un peu oubliés dans cette grange. Et là, en général, c'est un bon indicateur. On sait qu'ils ont trouvé autre chose à faire tous ensemble en famille. Une partie de pêche, des jeux de société, souvent de la cuisine. On a un îlot central qui a été aussi, je pense, bien conçu dans nos lodges. Ça fait 45 mètres carrés et on a quand même cet îlot de cuisine au centre du lodge qui permet de se rassembler en quelque sorte. Voilà, ces lodges qui sont un peu des yourtes en fait, des tentes. Oui, des tentes style un peu tente safari. Chaque chambre est isolée, chacun a son intimité. La chambre avec le lit cabane est très prisée des enfants, mais des tout petits comme des ados. C'est assez spacieux, la salle de bain est assez confortable aussi. Donc chacun y trouve un peu son espace. Et puis, à défaut d'être dans le lodge, à l'extérieur, il y a aussi suffisamment de place dans les hamacs, les transats. On a une petite cabane perchée pour les enfants. La grange, de nouveau, où il y a des jeux pour les plus petits. Le trampoline et j'en passe, quoi.
Enfin, grand terrain de jeu. Et avec un poêle qui trône au centre de la pièce. Alors ça, c'est stratégique, ça permet de se dire, bah voilà, le premier qui se lève, en gros, lance le feu si les nuits ou les matinées sont un peu fraîches. Et puis, ça va rappeler aussi aux parents que sans ça, on ne peut pas cuisiner. Donc, faut se lancer. Il faut prendre le temps, du coup, de se lancer son feu de bois et de mettre des petits plats à mijoter. Vous allez voir, là, on l'a lancé et très, très vite, ça rayonne et on va pouvoir, du coup, se lancer dans des œufs sur le plat ou des petits plats à cuisiner. Il y a des gens qui sont très, très à l'aise dans la cuisine. On a également un barbecue poêle en extérieur pour les journées quand même très ensoleillées, où il fait bon et on n'a pas forcément besoin du poêle intérieur. Et là, on entend le vent s'engouffrer dans la toile de la tente. Oui, et ça fait du bien d'être près du poêle. Et oui, on imagine qu'il fait bon près du poêle en plein hiver. On retrouve Thibaut la semaine prochaine pour la suite de cette déconnexion. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers de l'artisanat. Artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.